ce problème du don. C'est un cas particulier d'un problème plus vaste qui est celui de l'échange. Philosophiquement parlant, quand on a déterminé l'existence de l'autre, eh bien, on peut voir qu'on s'étend à les autres. Les autres, ils ont une caractéristique, c'est qu'ils sont plus nombreux que moi. Donc, c'est la source de la question politique. Pourquoi y a-t-il d'abord un autre, et puis pourquoi y a-t-il des autres? Pourquoi y a-t-il tant d'autres? Mais on s'aperçoit qu'en fait, l'altérité, elle est assez régulée. C'est que les autres agissent avec les autres, interagissent avec les autres, échangent avec les autres, et on a un premier niveau du rapport des autres entre eux, c'est l'échange. C'est celui qui est le moins compromettant. Vous avez échangé un truc, l'autre est parti, vous êtes parti, ça peut être gagnant-gagnant, ça peut être pas, ça n'a pas tellement d'importance. La notion de profit est déjà une sorte de distorsion philosophique de la notion de l'échange. À la base, vous avez l'échange. Et puis, vous avez l'autre distorsion, si j'ose dire, dans l'autre sens, qui est le don. À savoir que vous avez fait une perte, mais cette perte, elle était volontaire. Et à ce moment-là, se situe un échange qui est non plus un échange profitable, mais un échange profitable à l'autre ou aux autres. Or, ce type d'échange est un grand tabou, sauf à Noël, où là, il devient tout à fait prescrit, mais ça fait aussi partie d'une logique sociale qui est régulée fondamentalement. La question du don est pour nous un élément très important puisque notre société reconnaît pour fondement la gratuité. C'est une des institutions fondamentales de notre société. Si on sort de la gratuité, il semble maintenant qu'on ait beaucoup de peine à établir la communication. C'est dans la mesure où vous diffusez vos idées gratuitement qu'elles seront entendues. Si vous les diffusez avec l'idée d'en gagner du profit, eh bien, elles sont moins entendues ou l'échange devient beaucoup plus suspicieux et à ce moment-là, il y a des grilles d'évaluation de la valeur de ce que vous produisez comme communication qui va intervenir. Mais on va retourner vraiment avec les intervenants qui sont là, que je me réjouis de découvrir comme vous. Et je me propose de donner la parole au voyage. Oui, alors j'ai bien aimé l'introduction. Je suis seul et il y a des autres, ils sont très nombreux. Et ils sont, si je ne me trompe pas, à peu près 9 milliards d'autres. Il s'est passé quelque chose, on va faire en zoom arrière sur la planète et sur les voyages. En 2013, pour la première fois, il y a eu plus de 1 milliard de personnes qui ont traversé les frontières. Et aujourd'hui, les services du tourisme, c'est la première industrie de services au monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plus de 260 millions de personnes dans le monde qui vivent du tourisme ou du voyage. Ça représente, en termes de chiffres, 9% du PNB mondial. Donc, quand on parle de tourisme, même si je n'aime pas trop ce mot qui, avec le temps, devient un petit peu désuet, on parle d'un volume d'échange et de 1 milliard de personnes qui voyagent sur la planète. Donc, ce que l'on observe, c'est qu'il y a une tendance de fond. Donc, comme l'a dit Barbara, chez Oasis, on propose des voyages initiatiques. Ce n'est pas une innovation, parce que je pense que du temps de Cro-Magnon, quand l'homme sortait de sa grotte et qu'il allait chercher le sanglier, il était déjà dans un voyage initiatique. Déjà, Bouddha et Jésus, leur particularité avec leurs disciples, ça a été de mettre leurs disciples en mouvement. Ça, c'est très intéressant aussi à se souvenir. On observe une tendance de fond depuis une trentaine d'années, c'est qu'aujourd'hui, les personnes ne voyagent plus pour le loisir, ou voyagent de moins en moins pour le loisir, mais pour améliorer leur vie, pour donner du sens à leur vie. Et aujourd'hui, on constate de plus en plus que les personnes ne choisissent plus une destination, mais ils choisissent une expérience. Vous vous souvenez de cette expression « j'ai fait le Vietnam, j'ai fait la Chine, j'ai fait la Tanzanie ». Bon, c'est une expression courante qui est juste affreuse. Aujourd'hui, on ne fait plus le Vietnam, mais on va s'inspirer et contempler le Mékong, par exemple. On ne va plus sur la Chine, on ne fait plus la Chine, mais on va peut-être marcher sur cette fabuleuse muraille de Chine qui est toujours dans des paysages spectaculaires. Donc, en fait, il y a une métamorphose qui se fait, c'est qu'aujourd'hui, les personnes
ne nourrissent plus l'appareil photo, mais ils nourrissent leur âme. En 2013, il y a eu une conférence sous l'égide de l'ONU organisée par la WTO, la World Tourism Organization. Ils ont fait une convention, la première convention sur les liens entre le tourisme spirituel et le développement durable. Alors, c'est comme ça que ça s'est intitulé. Aujourd'hui, on parle de tourisme spirituel, on englobe beaucoup de choses dans le tourisme spirituel. Ça va par exemple du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il y a 20 ans, il y avait à peu près seulement 5000 personnes qui demandaient la Compostela, c'est-à-dire le cachet que l'on reçoit quand on a fait le chemin. Aujourd'hui, vous savez combien de personnes font le chemin de Compostelle? Ils sont à peu près 250 000. C'est juste incroyable. Donc, ce qu'on appelle le tourisme spirituel, ça comptabilise toutes sortes de personnes. Ça va du couple de Japonais qui se fait photographier devant Notre-Dame de Paris, par exemple, qui est quand même en édifice très, très saint. Depuis une trentaine d'années, il y a un fort développement des voyages spirituels et des voyages en conscience. La WTO a justement calculé que sur les 5 dernières années, donc c'était en 2013, donc on parle des années 2008 à 2013, il y a eu un bond de 164% des gens qui voyagent pour eux-mêmes et pour se ressourcer. Et on voit apparaître en phénomène que au niveau international, on a appelé le soul searching in Asia, c'est-à-dire aller chercher son âme en Asie. Pourquoi ? Parce que peut-être que l'Asie passe pour être le premier continent portant des valeurs spirituelles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de spiritualité ailleurs, mais parce qu'avec toutes ces pagodes, toute cette relation à l'humain et à soi, ça passe pour être le continent vers lequel on se tourne quand on a besoin de faire un point sur sa vie. Et lors de cette conférence donc, à Hanoï en 2013, il y a un expert qui a dit qu'il y a une grande migration des 3 S du tourisme. Le Sea, Sun, voilà, merci monsieur le philosophe, qui est en train de se transformer en sustainability, spirituality et serenity. C'est-à-dire, et ça pour moi, ça marche. Pardon ? C'est joli. C'est joli, hein. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'on laisse tomber les 3 premiers, hein. Mais on va peut-être les sublimer et les faire de manière différente. Donc, aujourd'hui, enfin, on voit apparaître aussi dans les médias des thèmes qui abordent directement le voyage initiatique. Peut-être avez-vous vu Mange Priam. C'est un film qui a eu un succès mondial et qui est au cœur d'une femme qui va partir à la recherche d'elle-même en commençant par l'Italie, puis en allant dans les ashrams en Inde et en finissant à Bali. Il y a eu aussi tout récemment le film de Claude Lelouch, En plus une, qui est une très très belle histoire d'amour que je vous recommande de voir si vous ne l'avez pas encore vu, et qui parle du voyage initiatique en Inde, soit à la rencontre de l'hindouisme en faisant des rituels sur les bords du Gange pour exaucer un vœu. Je ne vous raconte pas l'histoire si vous n'avez pas encore vu le film. Soit pour aller dans les spiritualités modernes, comme par exemple cette femme qui s'appelle Amma et qui a pris des millions de personnes dans ses bras et qui passe pour être une personne d'amour. Et Claude Lelouch a osé aborder ce thème-là en allant vraiment filmer des acteurs à la fois dans la spiritualité traditionnelle que dans la spiritualité moderne. Voilà un petit peu une introduction. Peut-être qu'après, je vais laisser la parole à mes autres partenaires. J'aimerais peut-être vous parler de Bali après. À Bali, juste pour donner une petite indication, si certains sont allés à Bali, là-bas, merci se dit terima kasih. On reçoit quelque chose, on dit terima kasih. En fait, au sens étymologique, ça veut dire donner et recevoir. Et s'il y a quelques minutes, je reprendrai la parole pour un petit peu parler de Bali. Bali, c'est une petite île qui fait 120 km de large sur 80 km de haut, qui a très très peu de ressources naturelles et qui recueille plus de 3 millions de personnes.
Et là, pour moi, je suis allé sur cette île depuis 2005 plusieurs fois. Et en fait, la particularité de cette île, c'est qu'il y a un système social et collectif. Et la deuxième particularité, c'est que ce système social est basé sur des principes spirituels que l'on appelle Tri, Ita, Karana. Et ce principe spirituel repose sur 3 règles: la relation à soi et aux autres, la relation à l'environnement et la relation à Dieu. C'est-à-dire que tout ce qui se fait à Bali passe à travers ces 3 filtres-là. Et ça, moi, je trouve ça très intéressant parce qu'on voit un système où il n'y a pas de mendicité, il n'y a pas de personnes laissées pour compte, et que du coup, tous les échanges se font sous le couvert de cette spiritualité, et les gens n'hésitent pas, par exemple, à consulter les guérisseurs, qui sont plus nombreux que les médecins sur Bali. Les guérisseurs à Bali, c'est comme chez nous en Europe, il y a les généralistes et les spécialisés. Et ce qui est de très intéressant, c'est que quand quelqu'un va consulter un guérisseur parce qu'il a un problème, il emmène toute la famille avec lui. Ça veut dire que ce n'est pas son problème unique et personnel, c'est celui de toute la famille. Et je trouve que on rentre dans un système qui est durable. C'est ce qui me plaît beaucoup à Bali, parce que finalement, malgré l'invasion du tourisme sur certaines plages et certains lieux de Bali, en fait, aujourd'hui encore, dans les hôtels, même les grands hôtels pour touristes, vous allez voir des offrandes devant votre chambre, etc. Donc ils ont conservé leur tradition, et à l'intérieur de cette tradition, ils ont conservé la partie durable, et dans cette partie durable, pour moi, ils ont conservé cette notion d'échange, de donner et recevoir, puisque le don appelle la réception. Donc voilà, c'était juste une petite expérience.